Bonjour, bienvenue dans notre bibliothèque. À Casimir et moi, nous sommes à Montréal le 21 septembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à souligner l'anniversaire de ce très bon ami, Gaston Hénard. Bon anniversaire, Gaston, et je t'offre par le fait même cette petite vidéo. Et je te rappelle aussi que en fin de semaine a lieu le Salon du Livre ancien de Montréal. J'espère bien t'y voir avec Toine, qui se tiendra à l'Université Concordia. Vous voyez, l'affiche est toujours là. Donc demain, samedi le 22 à partir de midi et dimanche à partir de 11 heures, et le coût d'entrée des billets est de 6 $ pour les 2 jours. J'ai demandé à cet ami militant, Jean-Paul Coupal, un historien dont l'érudition est absolument fabuleuse. Je me demande s'il y a des choses qu'il ne sait pas, ce Jean-Paul. Il couvre tous les terrains. Franchement, c'est invraisemblable. Et je lui ai demandé de me poster afin que je puisse la lire, cette petite note sur ma page Facebook, un commentaire qu'il m'a fait précisément sur Henri Tranquille, dont j'ai mentionné le nom il y a 2 jours dans une petite vidéo consacrée au libraire Raymond Picault. Alors voilà. Je vais vous lire ça après vous avoir lu Léon Paul Fargue qui nous parle des bouquinistes. Un petit mot en vitesse sur les carrés rouges, la victoire, n'est-ce pas? Nous sommes contents d'avoir gagné. La hausse des frais de scolarité a été annulée par le gouvernement péquiste, dirigé par la première ministre de l'histoire du Québec, Pauline Marois. Nous sommes ravis. La loi 78, la loi spéciale, on s'en calisse. Eh bien, la fameuse loi spéciale a été abrogée. Ce sont là de belles victoires, mais je dirais simplement une chose là-dessus. À mon avis, ce sont des victoires à la Pyrrhus, des victoires arrachées, des victoires où il y aura un prix à payer, mais d'autre part aussi, mon amie, la journaliste Chantal Guy, toujours excellente, Chantal Guy, et qui, malgré maintenant sa vaste expérience, est restée une personne candide. Et n'y voyez pas là quelque chose de condescendant de ma part, une sorte de naïveté peut-être qui lui permet de mieux recevoir les choses. Donc, et elle n'est pas sombrée dans ce travers qu'on retrouve trop souvent chez certains journalistes aguerris, le cynisme. Donc, Chantal Guy me demandait c'était quoi les auteurs que lisait la jeunesse militante, sachant que j'avais beaucoup participé aux manifs nocturnes. Et bon, je lui donnais certains noms et elle me posait ces questions-là parce que elle va participer à un collectif sur le printemps québécois. Mon seul et unique commentaire ici pour aujourd'hui, c'est que, amis éditeurs, n'investissez pas trop dans ce projet de commémoration du printemps érable. Car à mon avis, la crise, la grande perdition économique ne fait que commencer au Québec. Et nous allons assister à des mouvements de masse à répétition sans doute dans les prochains mois et qui fera sans doute paraître le printemps québécois comme un épiphénomène. Alors n'investissez pas trop de sous là-dedans, selon moi. J'ai bien peur que nous nous dirigions vers un avenir à la grecque ou à la russe, où les intérêts mafieux vont venir, euh, vont venir bousculer une société trop certaine de son confort et de ses prérogatives démocratiques. Donc, Léon Paul Fargue. Je tiens les bouquinistes pour les êtres les plus délicieux que l'on puisse rencontrer. Et sans doute participent-ils avec élégance et discrétion à ce renom d'intelligence dont se peut glorifier Paris. Le pays du livre d'occasion a ses frontières aussi. Il va du quai d'Orsay au jardin des plantes sur la rive gauche et de la Samare, comme on dit,
au Châtelet sur la rive droite. Les boîtes en sont en principe accordées par la ville aux mutilés de la guerre et aux pères d'une famille nombreuse, à raison de 65 francs par an sur 8 mètres de long. Quand un bouquiniste atteint l'âge respectable de 70 ans ou qu'il tombe malade, il peut sous-louer son commerce à un remplaçant et se faire doubler jusqu'à sa mort, mais il ne peut céder sa charge comme ferait un agent de change. Une fois le dernier soupir passé, la ville intervient. La gente bouquiniste est la seule qui ne soit ni organisée ni syndiquée, qui ne donne aucun bal, aucun banquet annuel. Elle vit de rumeurs intellectuelles, de poussière d'idéal et d'indifférence. Elle eut pourtant un doyen tout récemment et que l'on honorait sincèrement dans la profession, un doyen qui n'était autre que M. Dodement, Charles Dodement, auteur bien connu. Elle est encore attachée au passé parisien par Mme Pouyaillon, bouquiniste établie non loin de l'école des beaux-arts et qui évoque avec nostalgie le temps où les marchands de livres étaient tenus de remporter chez soi, chaque soir, leur boîte chez eux. J'ai demandé à un marchand qui paraissait sérieux et renseigné si le commerce des livres à ciel ouvert était lucratif, et j'appris que la plupart des vieux bouquinistes arrivaient assez facilement à posséder un peu de biens, une 5 chevaux citron, parfois même une maison, et le plus surprenant est qu'aucun d'eux n'ait d'autre métier. Où trouverait-il d'ailleurs le temps d'être chauffeur ou détective privé? Un bouquiniste tenu de connaître son histoire, ses textes, ses dates, ses éditeurs, aussi bien, sinon mieux qu'un libraire, n'a pas trop de toute sa journée pour bien faire ce qu'il fait. Les quais aux livres sont divisés comme un catalogue. Il y a le parapet des livres classiques et celui des livres étrangers. Les boîtes sont assez bien fournies d'une façon générale et il est devenu commun de se demander où se fournissent ces commerçants avisés. Selon une vieille habitude, le bouquiniste n'achète pas volontiers ce qu'on lui propose. Il aime mieux se rendre lui-même à l'hôtel des ventes, marchander à sa guise, se rendre à domicile chez des personnes recommandées, ou encore voyager en France à Perpignan, au Puy, à Lille, où il est toujours sûr de faire une bonne chasse. Pourtant, son ravitaillement si bien conçu demeure assez mystérieux. N'est-ce pas, tout le secret est là, me disait l'un d'eux, tiré de Le piéton de Paris. Alors maintenant, je vous lis le commentaire qu'a posté Jean-Paul Coupal sur ma page Facebook et qu'il a aimablement consenti à ce que j'en fasse une lecture ici sur ma chaîne YouTube. Je ne suis pas très sûr de la qualité de ce texte, je l'ai rédigé assez rapidement. Si tu tiens absolument d'en faire la lecture, tu es libre d'y apporter des améliorations, je n'en serais pas vexé. Mes salutations à Casimir, à John Lanoun et à l'autre, Mimi Ronronette, Jean-Paul. Nous étions quelques-uns, dont le nouvelliste Paul-André Bibeau, excellent nouvelliste Paul-André Bibeau, qui a passé sa vie à se consacrer à son art avec discrétion, humilité et talent. Guy Alain qui a participé à certains volumes de l'édition critique des œuvres d'Hubert Aquin. Et je pourrais dire simplement une chose ici qui, à force de travailler sur Hubert Aquin, sur les textes, sur les manuscrits, les originaux, la correspondance, il a fini par développer, non pas une sorte d'aversion à l'égard d'Hubert Aquin, mais assurément un désenchantement. C'est ce qui guette les travaux des chercheurs universitaires quand ils se penchent sur un écrivain. C'est simplement de moins l'aimer. Ne dit-on pas que la familiarité peut parfois engendrer le mépris, une certaine forme de mépris? Eh bien, les chercheurs universitaires n'en sont pas exempts. Guy Alain et autres à se rencontrer à un Vanout rue Saint-Denis. Monsieur Tranquille venait à peu près une fois par semaine. Nous jasions de choses et d'autres, nous jasions de choses et d'autres, côté littérature, côté politique aussi. Bien sûr, il parlait de certaines de ses rencontres.
comment Pellan avait peint les rayons de sa librairie, par exemple, mais jamais sur un ton de vieux radoteur. C'est vrai, Tranquille ne voulait pas ennuyer son auditoire. Il répondait à nos questions. Il préparait la publication de l'un de ses derniers textes, nous amenait des exemplaires des contes de son épouse. J'avais écrit ce texte de la démoralisation, car après l'échec de Meach, il y avait une certaine démoralisation, oui, de la démoralisation tranquille, qu'on peut trouver d'ailleurs sur ma page Facebook, qui flottait dans l'air toujours, et l'un des convives a tenu à ce que M. Tranquille le lise. Il y a apporté quelques corrections, moins à ce que je m'attendais, mais essentielles. Il me téléphonait pour dire ce qu'il aimait et n'aimait pas. Il trouvait que j'utilisais trop les termes bâtard et vache canadienne. Henri Tranquille avait plus de difficultés avec des textes théoriques qu'avec la poésie ou le roman. Ouais, petite parenthèse ici, je pense qu'Henri Tranquille était... Évidemment, Henri Tranquille n'était pas un universitaire. C'était un amoureux, point. Il nous disait que l'un de ses grands regrets était de ne pas avoir été écrivain, romancier lui-même. Encore une autre parenthèse, Henri Tranquille a eu une correspondance énorme avec beaucoup des écrivains les plus importants du Québec. Cette correspondance, je pense, est maintenant dans les archives de l'Université de Sherbrooke. Et M. Alain, Guy Alain, lui avait donné le nom de Des Lettres à Tranquille. Et nous pensons, M. Alain et moi, qu'un jour nous allons découvrir qu'au fond, oui, Henri Tranquille a été un écrivain, mais par sa correspondance. Il avait écrit un livre sur les échecs, si ma mémoire est bonne. Oui, ta mémoire est bonne. Quelques livres sur les échecs qui ont été des grands succès. Et quelques petits pamphlets. Mais de spectateur littéraire, il aurait voulu sauter dans l'arène. Lui qui avait fréquenté les Gérald Godin de ce monde, dont la librairie avait été la seule à vendre les exemplaires de Refus global, qui avait été en un sens de la résistance au morne monde de Duplessis, démystifiait aussi les langueurs d'âme de Saint-Denis Garneau et autres légendes à la Jean Lemoyne et au gang Trudeau. Ouais, il y aurait long à dire sur ce dernier commentaire. C'est évident qu'une certaine bourgeoisie, rêveuse bourgeoisie, n'est-ce pas, parlait Drieux-La Rochelle, aime bien se perdre dans les évanescences d'un monde idéal où la littérature est déconnectée des réalités politiques, des réalités terrestres. Elle aime bien se perdre dans les nuées, n'est-ce pas? Comme cet autre métaphysicien, Jean Grondin, qui sévit toujours à l'Université de Montréal, dans les limbes. Et ça, c'est toujours le signe d'une appartenance à une classe sociale, de ne pas se préoccuper de ce qui se passe au ras-le-sol. Il nous parlait de sa vieille boutique rue Sainte-Catherine, proche du Red Light. C'était après sa faillite, dont tu as touché quelques mots. C'était un homme sans ressentiment, avec ses colères bien sûr, mais ni aigre ni amer. Ce qui est vrai. Il se tenait au courant de la vie littéraire, mais voyant bien que la littérature avait perdu de sa spontanéité de jadis, maintenant qu'elle s'institutionnalisait avec des revues universitaires, des départements universitaires, des littérateurs d'université, c'était la grande époque des Jean Larose et de XYZ de l'UQAM, et aussi les mondanités qui haussaient les nouveaux écrivains, avant même que nous ayons vraiment su qu'il y avait chez eux un véritable potentiel littéraire. À l'ère des médias, on fabriquait des vedettes littéraires, ce qui devait résonner étrangement pour un homme qui avait vu l'époque où les écrivains étaient des parias. Sans vouloir voler le show, lui et certains de mes collègues voulaient que ce texte, de la démoralisation tranquille, soit publié. C'était une démystification de l'esprit qui régnait au temps où l'on présentait une révolution tranquille, olé olé et optimiste. Comme il avait connu les trois principaux personnages du texte, Ferron, Lévis-Beaulieu et Bergeron, il était en mesure d'évaluer la justesse de mon analyse. D'abord, on a essayé chez Lanctot, VLB,
Mais quand j'ai su qu'il avait méméré dans mon dos, qu'il trouvait que le texte était mal écrit et qu'il n'y comprenait rien, j'ai été moi-même le chercher à son bureau, sans rencontrer le poseur de bombinette. L'affaire aurait pu marcher à Québec-Amérique. Noël Audet était d'accord, mais son adjoint voulait que je transpose le texte sur une disquette informatique, mais comme c'était à l'ère où les ordinateurs domestiques ne m'étaient pas accessibles, je ne pouvais le transférer et l'affaire est tombée à plat. Certaines personnes qui se croyaient en contact littéraire m'envoyèrent voir Marcel Godin, qui était sur le comité de lecture. Tenez, une petite pause pour vous montrer John Lannoun qui n'est pas content, vous l'entendez, parce que John Lannoun n'accepte pas l'arrivée de ce nouvel ami, Casimir, qui lui l'ignore superbement. Casimir sait que de toute façon, John Lannoun et elle vont devenir les meilleurs amis du monde. Et franchement, il se moque de ses colères feintes. Donc, je reprends. Certaines personnes qui se croyaient en contact littéraire m'envoyèrent voir Marcel Godin, qui était sur le comité de lecture de VLB. Ce dernier m'avait reçu formellement. Il picolait déjà pas mal. Plus tard, j'appris qu'il avait bougonné. Qu'est-ce qu'ils ont, ces jeunes? Qu'ils attendent leur tour. Son roman parut alors, Le chemin de la lune, qui portait sur les Templiers. Ouais. Peut-être un petit peu déconnecté ici encore. Je lui ai envoyé une carte de faire-part nécrologique. D'après ce que j'ai su, il n'en avait pas dormi pendant quelques jours et son roman tomba à plat, comme par enchantement. Malheureusement, il est mort une dizaine d'années plus tard. Il aurait fallu lire l'Université de Napierville, Marcel Godin, ici il y a le lien de l'Université de Napierville. Non, Tranquille voyait bien que les auteurs vedettes se fabriquaient comme n'importe quelle vedette instantanée de la télé ou du cinéma. Entre le temps où les vedettes littéraires étaient sélectionnées par le clergé et celui où c'étaient les maisons d'édition, les universités et la radio-télé, il devait réaliser qu'au Québec, plus ça change, plus c'est pareil. Il a peut-être écrit vite, Jean-Paul, mais c'est toujours très intéressant de lire les textes de Jean-Paul Coupal. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir sa page. Oui, vous voyez, John Lannoun, elle est vraiment pas contente. Tout un caractère, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, vous pouvez l'entendre feuler, sans doute, peut-être. Les chats ont des rapports de force également, hein, vous le savez, des rapports hiérarchiques. Et John Lannoun supporte assez mal, supporte assez mal l'arrivée de ce nouveau chat dans la maison. Donc, écoutez, c'est assez pour aujourd'hui. Je vous rappelle que demain, le 22, je vous l'ai déjà dit, Salon du livre ancien de Montréal, vous pouvez vous joindre à ma page Facebook. C'est une page d'amis militants, n'est-ce pas? Facebook, pour moi, n'est pas qu'un lieu de mondanité. C'est un lieu aussi où on se serre les coudes politiquement, car les temps promettent d'être très, très, très incertains. Ça va peut-être devenir un lieu de réconfort, là, certains soirs, où on va se sentir découragé. Parce que cet argent sale qui circule partout va finir par trouver des chemins peu souhaitables pour venir sans doute bousculer une société et qu'après ça, ben, l'appareil d'État sera justifié de mettre au point des mécanismes de surveillance encore plus efficaces. Je suis bien pessimiste, je vous dirais. Alors donc, Facebook, mon téléphone, 514-736-0999. Et également, vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Merci et bonne journée à tous. Bon anniversaire, Gaston.